Alors d'abord, je dois dire qu'il y a de nombreuses villes qui nous regardent aujourd'hui, ce soir, mais surtout la population de Blainville. Ils ont les yeux braqués sur nous et ils nous regardent, et il y en a même qui sont venus dans les tribunes et je les salue. Merci, et je crois qu'ils vont même passer la nuit avec nous. Alors bravo d'être ici. Pourquoi on est ici ce soir, Monsieur le Président? Bien, c'est parce que le gouvernement, ce gouvernement, a malheureusement été négligent. Pendant 2 ans, il a tenté par tous les moyens de convaincre une ville, la ville de Blainville, de céder à ses principes au lieu de travailler à trouver une réelle solution pour permettre à Stablex de continuer ses opérations. J'ai entendu la ministre, elle a mentionné que ça prenait 10 ans pour trouver un terrain adéquat, mais depuis 40 ans, il y a un terrain qui est destiné à la cellule 6, celle qui est visée par ce projet de loi. Ce terrain, c'est celui du gouvernement. Donc, il était prévu déjà. Et pour ce faire, d'ailleurs, je vais en parler plus en détail, mais Stablex Canada était même ouvert à aller sur ce terrain. Alors que sur toutes les tribunes, ce gouvernement parle des municipalités comme des partenaires, bien le projet de loi 93, malheureusement, bien, ça ouvre une brèche importante et ça bafoue, en bafouant les droits des municipalités. D'ailleurs, plusieurs ce soir sont inquiètes de savoir qui sera le prochain. Et en fait, ça démontre que le partenariat, bien, il est respecté seulement quand ça fait l'affaire du gouvernement. Ma collègue, la députée de Mont-Royal, Outremont, va en parler d'ailleurs davantage de l'enjeu avec les municipalités. Mais le projet de loi, c'est aussi et surtout une atteinte grave, très, très grave, à la protection de l'environnement, et ce sera le cœur de ce dont je vais vous parler ce soir. Alors, un petit rappel des faits, Monsieur le Président. Nous sommes face à un projet de loi qui est insensé, qui vise à forcer, puis là, ça c'est pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois, là, qui vise à forcer, c'est vraiment le mot, forcer la ville de Blainville à céder un terrain de très haute valeur écologique qu'elle souhaitait préserver pour les générations futures, et donc pour permettre à une entreprise américaine d'y enfouir des matières résiduelles dangereuses. Certes, on a entendu qu'on parle de matières résiduelles québécoises, mais aussi d'Ontario, des États-Unis. Et là, je vais rappeler les faits d'origine. Il y a eu une entente. C'est vrai, il y a eu une entente que la Ville a signée en 2020 avec l'entreprise. Mais cette entente contenait des clauses de résiliation. Autant l'entreprise que la Ville pouvaient résilier cette entente. Je l'ai lue, j'ai reçu cette entente et j'ai pu la lire. Et la Ville était en son plein droit de résilier l'entente en 2023. Alors, de prétendre aujourd'hui que c'est comme si la Ville qui était fautive parce qu'elle avait résilié l'entente, c'est faux. Elle était dans son droit, tout comme Stablex aurait pu aussi résilier l'entente. L'entente prévoyait un coût d'acquisition à l'époque de 14 millions de dollars. En plus, et ça c'est important, Monsieur le Président, en plus de redevances annuelles qui étaient au tonnage. Donc, en fonction de ce qui serait enfoui, la Ville allait recevoir des redevances. Et ça, je vais revenir plus tard du pourquoi c'est important, cet élément-là. Donc, c'est sûr que l'entente prévoyait donc des entrées de fonds annuellement à la municipalité. Et il y avait même un élément là, où on permettait, dans le fond, il y avait un bail qui était temporaire, qui permettait à la Ville d'utiliser une bonne partie du terrain pendant 20 ans comme dépôt à neige. Ça veut dire que pendant 20 ans, la Ville, pas la Ville, mais Stablex estimait ne pas avoir besoin de cette grande partie de terrain pendant 20 ans, parce qu'elle prévoyait le sous-louer à la Ville de Blainville pour servir de dépôt à neige. Donc, depuis 2023, l'entente a été résiliée. C'est 2 ans, ça fait 2 ans, Monsieur le Président, c'est 2 ans qui auraient pu servir à préparer les plans d'agrandissement sur le site d'origine, celui du gouvernement. Mais pendant ces 2 années-là, on a juste attendu en espérant que la Ville allait finir par céder. Et là, on est ici parce qu'elle n'a pas cédé à la pression, à l'intimidation qu'elle a subie de part et d'autre. Et là, aujourd'hui, 2 ans plus tard, le gouvernement nous dit
Il prétexte l'urgence pour invoquer un bâillon. Mais il ne peut pas prétendre qu'il ne savait pas. Il ne peut pas prétendre qu'il a manqué de temps. Ça fait 2 ans qu'il est au courant. Pourquoi le projet de loi est déposé à la dernière seconde? On n'a même pas commencé l'étude détaillée, puis on est en bâillon. Il aurait pu être déposé en décembre dernier, en novembre dernier. C'était connu, les intentions de la Ville. Non, on a attendu à la dernière minute. Et pendant ces 2 ans-là, on a eu beaucoup d'échanges avec la ministre la semaine dernière, puis elle disait, bien, la Ville n'a jamais collaboré. Oui, mais dans les faits, la Ville n'a jamais eu qu'une seule option, M. le Président, céder son terrain. On ne lui a jamais donné d'autres choix. Et pourtant, elle a proposé d'autres options. Mais le gouvernement n'a jamais cherché d'autres alternatives. Il a toujours souhaité que la Ville cède. Et même en forçant tout le monde, comme je vous dis, bien, le gouvernement a trouvé le moyen d'être en retard et mal organisé, puis on se retrouve en bail. C'est incroyable. Et là, je vais revenir à l'indemnité, parce qu'il y a un projet de loi qui prévoit, le projet de loi 93 prévoit une indemnité de 17 millions. Ça, c'est le montant de 14 millions que je vous disais qui avait été conclu, qui a été indexé à la valeur d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, on est à 17 millions. Ce n'est pas une réelle augmentation, mais tout ce qui était les redevances qui étaient prévues, ça, pouf, ça a disparu. Ça, la Ville, il n'y aura plus droit, là. Donc, si elle avait conclu l'entente, elle aurait eu des sommes plus élevées qu'en ce moment, ce que le gouvernement propose, et lui rentrer dans la gorge en la forçant à se défaire d'un terrain. Donc, en plus de léser les droits de la Ville, le gouvernement lui donne moins que ce qu'elle aurait dû avoir originalement. Donc, là, ici, on peut dire qu'il y a un enjeu majeur. Depuis quelques semaines, on constate que le gouvernement tente par tous les moyens de justifier ce qu'on vit aujourd'hui. Mais la justification, là, Monsieur le Président, elle change de jour en jour et elles sont toutes non fondées. Puis j'ai passé une semaine, la semaine dernière, à échanger avec la ministre des Ressources naturelles sur ce sujet-là et je les ai toutes entendues, les justifications. Sincèrement, je veux même dire, les consultations, je me suis demandé à quoi elles ont servi la semaine dernière. C'était un exercice extrêmement riche d'écouter les groupes venir nous parler, pouvoir échanger avec eux. Mais l'exercice pour la ministre semblait plutôt de vouloir convaincre les groupes de sa position, de la position du gouvernement. On n'a pas senti, parce qu'il y a eu une majorité de groupes qui sont venus dire que, malheureusement, ils étaient dans l'erreur. On n'a pas senti qu'il y avait cette écoute-là du tout. Alors, je vais revenir au justificatif que je vous disais, qui cesse de changer. Alors, on a entendu l'urgence d'agir. La proximité des résidences, la ministre en a parlé. On a dit, hey, c'est urgent, il faut le faire tout de suite, sinon il va y avoir un bris de service. Proximité des résidences, c'est problématique. On ne peut pas prendre le terrain parce qu'il est trop proche. Après ça, on a dit que le terrain, il n'y avait pas d'intérêt écologique, celui de la ville de Bainville. Non, il n'y a pas d'intérêt écologique. Puis on a dit, il n'y a pas d'autre terrain, ça peut juste être ce terrain-là. Mais tous ces arguments-là ne tiennent pas la route. Alors, je vais les reprendre un à un. Je vais commencer par l'urgence. On dit qu'il y a une urgence, qu'il faut le faire maintenant parce qu'en 2027, il y aurait bris de service. Pourtant, l'entreprise, lorsqu'elle est passée au BAP, il n'y a pas si longtemps, là, 2023, elle avait fait des prévisions de tonnage. Et je les ai, là, j'ai un rapport où on voit exactement à chaque année combien elle prévoyait. Puis ça, ce n'est pas des chiffres aléatoires, là, c'est basé sur des ententes de services qu'ils ont avec des clients. Donc, ils sont capables de savoir qu'est-ce qui va venir des clients canadiens, québécois, américains. Et là, ils prévoient tout ce tonnage-là. Et basé sur cet estimé, le BAP, lui, basé sur les estimés de Stablex, là, je dis bien, bien, le BAP, lui, il est arrivé à la conclusion que la cellule 5 qui est actuellement en fonction, bien, elle pouvait opérer jusqu'en 2030. Il ne disait pas, le BAP, qu'il fallait tasser les matières américaines, puis ce faisant, elle opérerait plus longtemps. Non, pas du tout. Juste basé sur les chiffres fournis par Stablex, il pouvait opérer jusqu'en 2030. Donc ça, c'est un premier point. Mais moi, je vais vous rajouter, M. le Président, que j'ai visité l'entreprise. Et
Et ce qu'ils m'ont dit, ça correspond à ce qu'il y avait dans les estimés du BAP, c'est qu'il y avait entre 30 et 40 de matières qui provenaient des États-Unis. Dans les chiffres du BAP, on parlait toujours autour de entre 30 et 35 de matières qui proviennent des États-Unis. Étonnamment, en janvier dernier, on est tombé à 17 Donc, le gouvernement, l'entreprise nous parle maintenant que ce sont seulement 17 des matières qui proviennent des États-Unis. Si tel était le cas, si on avait vraiment baissé de 13 normalement, on devrait avoir vu les matières, le tonnage baisser. Donc, normalement, on devrait pouvoir opérer encore plus qu'au-delà de 2030. Personnellement, j'ai des doutes sur les chiffres, la provenance. Et d'ailleurs, il y a eu des échanges en commission, en consultation particulière à cet effet. On nous a donné peut-être des pistes d'explication sur le différentiel, mais dans tous les cas, on estime que ça pourrait aller jusqu'en 2030. Donc, déjà là, question, est-ce que la capacité réellement va être atteinte en 2027? Par la suite, l'autre justification, proximité des résidences. Donc, d'ailleurs, le premier ministre, lors d'une question aujourd'hui, il a dit, je le cite, « Nous avons choisi de s'éloigner des résidences. » Particulier. J'aimerais ça savoir d'abord, est-ce que les ministres sont allés faire du porte-à-porte dans ce secteur-là? Est-ce que le député de Blainville est allé faire du porte-à-porte dans ce secteur-là? La mairesse, elle est allée. La mairesse est allée pas plus tard que la semaine dernière, la semaine précédente. Elle n'est pas arrivée tout à fait avec les mêmes résultats que ce que les ministres disent. Mais ceci dit, je dois quand même rappeler que dans tous les cas, ça revient à la municipalité de déterminer comment aménager son territoire. Ce n'est pas au gouvernement de décider. C'est aux municipalités et c'est une responsabilité qu'il lui a déléguée. Ma collègue va en parler d'ailleurs davantage de ça. Mais là, ce qu'on assiste, c'est un gouvernement qui décide de se substituer et dire, ben non, nous, on considère qu'il vaut mieux s'éloigner des résidences, alors que les élus municipaux sont les premiers qui, on s'entend, là, ils s'en vont en élection en novembre prochain. S'il y avait un enjeu, c'est eux qui vont être pénalisés en premier. Mais aussi, je dois dire qu'il n'y a eu aucune plainte notoire depuis plusieurs années. Parce qu'il y a une cellule qui opère actuellement. Il y a une cellule qui opère et il y en a quand même une portion de la cellule 5 qu'on appelle, qui est quand même assez proche des résidences. Et oui. Écoutez, collègues, je vous demanderai, s'il vous plaît, nous sommes en plein débat, donc je veux pouvoir entendre Madame la députée d'Émile-Île. Merci. Si vous souhaitez discuter, je vous invite à quitter l'enceinte du Salon Rouge quelques instants. Poursuivez, Madame la députée. Les prochains tenants, je vais les mentionner, leur nombre de titres de députés. Donc, je vais revenir. Donc, je disais, il y a la cellule 5 qui est opérée actuellement. Elle est tout de même assez proche des résidences. Mais il y a quelque chose qui est encore plus près des résidences, c'est l'argile qui est déposée sur le site qui était destiné aux résidents, à la cellule 6, donc à l'agrandissement du Stablex. Celui-même que le gouvernement dit non, on ne veut pas aller là parce qu'on ne veut pas être trop proche des résidents. Mais depuis 10 ans, c'est sur ce site-là que Stablex entrepose l'argile qui prend de l'autre cellule, la cellule 5. Donc déjà, il y a ce mouvement de camions-là, d'argile, et malgré tout, il n'y a pas de plainte de bruit, pas de plainte d'odeur depuis 10 ans. Du moins, il y a eu des plaintes à une certaine époque pour l'autre cellule, mais ça, il n'y en a plus depuis que le procédé a été réglé. Et d'ailleurs, dans son rapport, le BAP concluait que rien ne permettait de déduire que les nuisances seraient moindres sur le terrain de la ville. Donc, celui que le gouvernement dit qu'il veut privilégier, parce qu'il est plus loin des résidences, à 1 kilomètre, bien, en fait, le BAP concluait qu'il n'y avait rien qui permettait de déduire que les nuisances seraient moindres sur ce terrain-là. Donc ça, je ne sais pas si le gouvernement l'a évalué, mais le BAP, lui, une entité indépendante sérieuse, l'a évalué. L'autre élément qu'on a dit comme justification, c'est que le terrain avait peu d'intérêt écologique. Et ça, je l'ai entendu souvent.
La ministre a dit c'est un terrain industrialisé. Elle a dit, c'est ça, qui était zone industrielle. Puis j'ai même eu un échange à un moment donné où elle a dit c'est quasiment des fouettes, les arbres là-bas. Pourtant, elle est allée sur le terrain. J'ai su qu'elle s'y est déplacée. Et si elle a vu la même section que j'ai vue, parce que moi aussi, je suis allée, je peux vous dire, Monsieur le Président, que j'ai été extrêmement étonnée de voir à quel point ce site, ce terrain, est une merveille en termes de boisé. J'ai été très, très étonnée. Puis, il y a des groupes qui sont venus en commission qui ont été aussi questionnés là-dessus, puis qui ont visité le site en 2023 et qui nous ont dit la même chose, qui ne s'attendaient pas à ce que ce soit un site aussi bien renaturalisé. Ce qui arrive, c'est que le terrain était occupé dans les années 40. On a commencé à y entreposer dans les années 1940, il y a presque 80 ans. Il y a 80 ans, on a commencé à y entreposer des explosifs. Donc, il y a des petits bunkers qu'on appelle, dans lesquels étaient entreposés des explosifs. Et on le voit, la vue aérienne, on voit les bunkers et on voit qu'il y a des chemins. Bon, mais depuis ce temps, ça fait 80 ans, tout a repoussé autour. Et là, quand on s'y rend, je peux vous dire, M. le Président, quand on est sur le bord d'un bunker, on ne voit pas le prochain bunker. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très dense. Donc, une forêt extrêmement, extrêmement dense. Et aussi, beaucoup de milieux humides sur le terrain. C'est sûr que moi, je suis allée en hiver, je n'ai pas vu les milieux humides, mais clairement, ils ont été caractérisés. Et on a constaté là, qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. La ministre a dit s'être basée sur une étude qui a été réalisée pour le compte de Stablex. Je ne prétends pas que l'étude est biaisée, mais il y a quand même des questionnements à avoir. Et il y a des groupes qui nous ont dit, l'idéal pour ce genre de projet-là, c'est d'avoir une étude indépendante. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on nous dit, généralement, il y a quand même un biais, même si on ne reverrait pas, on ne devrait pas en avoir, mais quand quelqu'un paye pour l'étude, souvent, il y a une tendance avec cette étude-là. Mais j'ai consulté des experts qui m'ont dit, c'est quand même étrange qu'il n'y ait pas eu de caractérisation de la faune dans l'étude. Donc ça, c'est un manquement. Ensuite, on m'a dit que l'étude qualifie la forêt, que je vous ai dit qui était absolument magnifique quand on la regarde, mais il n'y a aucun ingénieur forestier qui a signé le rapport. Et ça, normalement, une étude de caractérisation qui caractérise une forêt, c'est un ingénieur forestier qui doit signer ça. Donc, déjà là, il y a des lacunes. Mais là, il y a un élément, c'est qu'on a eu des échanges en commission, en consultation, et en réponse à la ministre, ceux qui ont fait l'étude ont répondu, et je les cite là, « Le but de l'étude était de faire autoriser le réaménagement de la cellule 6. » Pas de caractériser le milieu, mais de faire autoriser. C'est quand même particulier comme réponse. Puis on a posé des questions par la suite, puis ce qu'on a compris, c'est que l'étude n'était pas complète. L'entreprise a d'ailleurs admis qu'il manquait des données de l'autre terrain, celui que le gouvernement prétend qu'il est de plus grande valeur écologique. Et on nous dit que c'est les autres données qu'ils ont sur le terrain du gouvernement, qui se sont basées sur des données de 2023. Bref, il n'y a pas d'études à jour, il n'y a pas d'études complétées non plus sur l'autre terrain, donc il n'y a pas de comparatif qui a été fait parce que l'entreprise qui a fait l'étude pour Stablex n'avait qu'un objectif, c'était de faire autoriser le réaménagement de la cellule 6. Mais il y a un autre groupe qui a fait, lui, une étude comparative des deux terrains. Il y a quand même des changements, c'est-à-dire des différences assez importantes entre les deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de milieux humides sur le terrain du gouvernement, mais il y en a aussi beaucoup sur le terrain qu'on vise à détruire aujourd'hui avec le projet de loi 93. En plus d'avoir une forêt mature, en plus d'avoir un aquifère souterrain très important. Donc, et là, je vais vous parler de cette deuxième étude qui a été faite. C'est l'étude du groupe Habitat,
qui a été faite. Et dans leur constat, ils constatent que le site, c'est un important corridor forestier, désigné, il fait partie d'ailleurs d'un bois d'intérêt métropolitain. La couverture de canopée est de 67 %. Quand je vous disais que c'est devenu très mature et que les arbres prenaient toute la place, c'est à 67 %. On ne trouve pas ça souvent, Monsieur le Président, je peux vous dire. Même dans les forêts où il n'y a pas de bunker, on ne trouve pas ça souvent, 67 % de canopée. Et on dit aussi que le terrain abrite un nombre d'espèces floristiques et fauniques à statut particulier. Malheureusement, l'autre étude, celle de Stablex, n'a pas fait de caractérisation de la faune. On dit que ça fait partie d'un corridor faunique traversant la tourbière où la connectivité est très élevée. Et on dit que le terrain est traversé par des cours d'eau intermittents qui drainent l'eau de surface. Et c'est ça qui s'en va en souterrain, dans un aquifère. Et là, juste pour qu'on comprenne bien, il y a finalement 2 niveaux d'eau. Il y a comme les milieux humides en surface et en souterrain, il y a un réservoir naturel, une des eaux les plus pures. D'ailleurs, on est proche d'un esca important. Et donc, c'est le début d'un aquifère qui se rend jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Donc, c'est pour vous expliquer. Et Stablex, ce qu'il veut faire, c'est venir entre les deux. Donc, on continue pour le terrain en question, le terrain qu'on souhaite détruire avec le projet de loi, compte, on dit ici, 13 hectares de milieu humide. Et ça, c'est confirmé. L'étude de Stablex parlait de 277 000 mètres carrés de milieu humide. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est 2 fois plus que ce qu'il y avait sur le terrain de Nordvolt. Et on nous rappelle qu'évidemment, c'est un îlot de fraîcheur et qui offre aussi des services comme le stockage du carbone. Ça, d'ailleurs, je ne sais pas si le gouvernement l'a estimé, combien de carbone allait être relâché dans l'atmosphère avec le projet. Je vais prendre un peu d'eau. Donc, en résumé, le terrain fait partie d'un des plus importants corridors écologiques de la région métropolitaine. Une région où, malheureusement, trop de milieux humides ont déjà été détruits. Je l'ai dit, là, 278 000 mètres carrés de milieux humides qui vont être détruits, alors qu'on voit des municipalités qui sont aux prises avec des inondations. Le gouvernement parle de mettre en place une nouvelle cartographie pour les zones inondables, puis on dit on a une loi qui, normalement, on devrait être à 0 perte nette pour les milieux humides, et on va venir détruire énormément de milieux humides avec ce projet de loi. Et les milieux humides, bien, ils permettent de réguler les inondations. C'est à ça, ce sont des éponges. Ce sont des éponges, et là, on va détruire une des plus importantes éponges de la région. Comme je disais, dans ce coin-là, il n'en reste plus beaucoup, vraiment plus beaucoup. Donc, on peut... Puis, moi, je ne suis pas très loin, là. Je suis élue à la région de Laval, on est presque voisins. Malheureusement, je le constate. Il y a eu beaucoup, beaucoup trop de destruction de milieux humides. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre encore des milieux humides d'une telle importance dans cette région-là. Et comme je vous mentionnais, c'est important pour tout ce que ça offre comme service écosystémique, mais aussi pour l'agriculture. Puis ça, je vais vous en parler un petit peu plus dans quelques instants. Et pour la biodiversité. La biodiversité a besoin de corridors. Et là, ça, c'est un des plus importants corridors de cette région. Et là, on viendrait fragmenter. Parce que, contrairement à l'autre terrain qui est comme au bout du corridor, celui-là, il est en plein milieu. Donc, on viendrait fragmenter un corridor écologique d'importance. Et on a trouvé sur le terrain la salamandre à 4 orteils. C'est un exemple. Je ne la connaissais pas, la salamandre à 4 orteils. En toute franchise, je ne la connaissais pas. Mais semble-t-il qu'elle est bien importante et qu'il n'en reste plus beaucoup. Puis on l'a trouvé sur ce terrain. Mais on ne sait pas tout ce qu'on va trouver, tout ce qu'on va détruire, malheureusement, parce que la caractérisation faunique n'a pas été faite. Et là, je vous parlais de l'agriculture, mais on a eu un agriculteur qui est venu en commission. L'Union des producteurs agricoles est d'ailleurs très, très inquiet de ce projet de loi. Ils ont manifesté d'ailleurs face au bureau du ministre de l'Environnement
avant qu'on commence l'étude, les consultations. Et leur inquiétude, c'est vraiment l'eau, l'accès à l'eau. Je vous parlais de l'aquifère qui est souterrain tout à l'heure. Bien, les agriculteurs du coin, ils s'abreuvent directement avec cet aquifère. Donc, l'aquifère, comme je vous disais, c'est un réservoir d'eau qui alimente plein de petits réseaux d'eau souterrains. Et donc, les dernières terres agricoles de ce secteur, il reste seulement 4 agriculteurs dans ce secteur-là, bien, ils s'approvisionnent à partir de ce point d'eau. Et donc, cet agriculteur qui fait des carottes, qui est un producteur de carottes, est venu nous parler à quel point, pour lui, c'était important les milieux humides qu'il y avait là, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelques années, quand il y avait une sécheresse assez sévère, lui, il n'a pas souffert de sécheresse. Pourtant, d'autres terres plus loin étaient en sécheresse, mais pas lui. Mais quand, à l'inverse, il y a eu des inondations, des terrains inondés, lui, il n'a pas été aussi inondé que les autres. Ce milieu humide-là, qui est sur le terrain, permet de réguler les eaux pour son terrain. Ça, c'est une chose. Donc, évidemment, il craint que si ils sont détruits, bien, lui, il n'y aura plus cette régulation-là. Il va être beaucoup plus prompt aux intempéries et voire être affecté davantage par les sécheresses et les inondations. Et on sait qu'avec les changements climatiques qu'on vit actuellement, bien, ça peut devenir vraiment problématique pour les agriculteurs. Mais aussi, surtout pour cet agriculteur, c'est la crainte de perdre l'accès à cette eau de qualité. Je vous ai dit qu'elle était exceptionnelle, l'eau qui était souterraine. Et lui, bien, il vend des carottes et il a besoin de sa certification pour ça. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'il suffit d'un soupçon de contamination pour perdre une certification. Pas besoin que ça soit prouvé, juste un soupçon. Et ça s'est vu ailleurs, des agriculteurs qui ont perdu leur certification pour pouvoir vendre à l'être humain, par crainte de contamination. Et comme là, on parle, au-dessus, il y aurait des déchets dangereux et juste en dessous, l'aquifère, mais il y a la crainte que cette eau-là, le soupçon, pourrait nuire à ses ventes éventuellement. Ça, le gouvernement, je ne l'ai pas entendu là-dessus. Ils n'ont pas répondu, d'ailleurs, à cet agriculteur, à ses craintes quand il est venu en commission. Ensuite, un autre élément qu'on a souligné, que le gouvernement a souligné comme pour justifier ce projet de loi-là, c'était le fait de dire qu'il n'y a pas d'autre terrain. C'est le seul terrain. Et je vous l'ai dit, d'abord, il y en a un autre terrain, celui qui était prévu depuis 40 ans. Moi, j'ai entendu, en tout cas dans les différents échanges, prétexter que c'était la faute de la Ville, qu'on était aussi en retard, parce que la Ville avait signé une entente en 2020. En 2023, ils l'ont résiliée. C'est de leur faute, c'est la faute de la Ville. On a dit, j'ai entendu aussi dire, les oppositions, ils n'ont pas soumis d'idées intéressantes. Ils n'ont rien proposé. On a même entendu qu'on a été qualifiés de chialeux. Mais dans les faits, on en a proposé, on a jasé, on a échangé et on va continuer de le faire. Cette nuit, M. le Président, je vais arriver avec une nouvelle proposition. Je vais en parler tout à l'heure, je ne le ferai pas tout de suite. Je garde ça en scoop pour quand on va faire les échanges. Mais la CMM et la Ville, cette semaine, la CMM a enlevé le règlement de contrôle intérimaire qu'il y avait sur le terrain du gouvernement. Donc, la dernière contrainte qu'il y avait, ils l'ont enlevé. Alors, il existe ce terrain-là et il pourrait être rapidement aménagé. Et ce qui est encore plus particulier, M. le Président, c'est qu'on a eu des échanges avec un fonctionnaire jeudi après-midi et on nous a dit, et là, on est plusieurs témoins qui étaient là, on nous a dit, bien, Stablex Canada, qui était ouvert, eux, à y aller sur ce terrain-là, le terrain du gouvernement. Mais c'est les actionnaires américains qui étaient contre. Oh, OK. Donc, les actionnaires américains ont refusé d'investir sur ce terrain-là. Et à cause de ça, on est ici en bâillon, puis on passe là, par-dessus le corps de tout le monde, dont la Ville, parce que les actionnaires n'étaient pas d'accord. Particulier. Fait que la réalité, M. le Président, c'est que c'est surtout les intérêts économiques qui priment. Ce n'est pas toutes les considérations qu'on a évoquées, c'est juste des intérêts économiques.
L'entreprise dispose de l'argile sur le site du gouvernement depuis plusieurs années. Puis là, ils disent, bien, ça nous coûterait 100 millions pour le déplacer, cette argile-là, la déplacer. Bon, on peut remettre en question les chiffres qu'ils ont évoqués, là, parce que selon leurs chiffres, déplacer l'argile sur le terrain de la ville, ça coûterait 12 $ de la tonne, pardon, puis déplacer l'argile sur le terrain du gouvernement, 72 dollars la tonne. Là, on parle de 6 fois plus. Déjà là, peut-être qu'on essayait de faire pencher le scénario d'un bord plus tôt, mais reste qu'on sait que le Stablex Canada était ouvert à aller là. Et donc, ça devait être viable pour qu'il soit ouvert, viable économiquement. Mais de toute façon, ce que la Ville et la CMM ont proposé cette semaine, c'est de ne pas déplacer l'argile, d'aller sur l'autre bout du terrain qu'il n'y a pas encore d'argile dessus. Et donc ça ferait en sorte que l'entreprise n'aurait pas à déplacer d'argile. Donc la question économique n'est même plus là. Donc ça, on vient d'enlever toutes les contraintes. Donc maintenant, c'est plutôt une question de volonté et dans le fond, de s'aplaventir devant les intérêts américains. Je dois dire, M. le Président, que j'ai visité Stablex. J'ai vu les procédés qu'ils utilisent. J'ai visité les cellules 1 à 5. Je disais que j'ai vu le terrain aussi, les 2 terrains. J'ai eu beaucoup d'échanges. Donc, quand j'ai pris ma position, c'était pas basé sur du vent. Hein. C'était pas juste, j'ai pas été contaminée par les gens. J'ai pu me faire ma propre opinion. Mais maintenant, je vais vous parler, M. le Président, du projet de Stablex, qui est prévu de se faire sur le terrain qu'on s'apprête à détruire avec le projet de loi 93. Alors, on peut imaginer que l'entreprise prévoit dès demain couper des milliers d'arbres, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir couper les arbres avant le 15 avril, qui est la période où officiellement la période de nidification commence selon la réglementation fédérale. Par la suite, ils vont excaver le terrain en surface. L'argile va être retirée, va être déposée ailleurs, donc un autre milieu naturel qui va être envahi par de l'argile. Et l'eau qui est dans les milieux humides, malheureusement, sera pompée pour les assécher. Ça, c'est ce qui est prévu. Une membrane va être ensuite installée, puis on va commencer à y déposer ce qu'on appelle le Stablex. Ça, c'est le résidu une fois que les déchets, les matières résiduelles dangereuses ont été traitées par Stablex. C'est un genre de ciment mou qui est supposé éventuellement durcir, mais qui ne durcit pas toujours. En tout cas, à date, semble-t-il, ça reste pas mal souvent mou. Et donc, ça, c'est ce qui va être entreposé sur le site. Et là, attachez votre tuque, M. le Président, parce que le plan qui a été fait, c'est pas la même chose que les autres cellules. Les autres cellules, il y a une hauteur raisonnable. Avec ma collègue, la députée de Chomédé, on a visité, puis on est passé à côté de ces cellules-là. Vous pouvez les voir. Mais là, ce qui est prévu, là, les prochaines, la prochaine, la 6, c'est 17 étages de haut. 17 étages de haut. Ça, mon Dieu, ça doit être au moins 4 fois facile, si ce n'est pas 5 fois plus élevé que ce qu'on a vu. C'est gigantesque. C'est tellement... C'est même plus que ça, je pense. C'est gigantesque. Et là, ça va être visible, on comprendra, à peu près partout dans les environs. Donc, c'est haut 17 étages. Et là, la montagne risque d'assécher l'aquifère qui est souterrain, puisque l'eau qui normalement percolait en souterrain, bien là, elle ne percolera plus parce qu'il va y avoir des membranes, il va y avoir des déchets, fait qu'elle ne se rendra plus dans le sol. Elle ne se rendra pas en dessous, donc ça va s'assécher. Mais actuellement, il y a un réservoir. En s'asséchant, ce réservoir-là pourrait, ce qu'on nous a expliqué, puis ça, c'est des experts qui nous en ont parlé en consultation, pourrait collapser. Et c'est vraiment, s'effondrer. Le terme en français, s'effondrer. Parce que ça va être asséché, mais aussi parce qu'il va y avoir une immense montagne de déchets par-dessus qui va être très lourde. Et donc, à un moment donné, ça pourrait s'effondrer. Et ça, si ça arrivait, malheureusement, ça pourrait briser la membrane et créer de la contamination souterraine. Et même si ça ne s'écroule pas,
bien, il existe une probabilité que le lixivia, ça c'est le jus de poubelle, là, ce qui sort, parce que la pluie elle tombe dans ces déchets-là, malgré que c'est recouvert, ça coule pareil. Et là, le jus qui sort de tout ça est dévié. Mais il y en a une partie qui s'en va, puis ça c'est comme ça dans tous les sites d'enfouissement. C'est pas pour rien qu'il y a des contaminations proches de la plupart des sites d'enfouissement. Même si on tente de les traiter, reste qu'il y a quand même un lixivia qui s'échappe. Et donc, lui, il y a un risque réel que ce lixivia s'infiltre dans l'eau souterraine, s'il en reste. S'il en reste. Mais là, maintenant, devinez où pourrait aller cette contamination. Vous savez, tout à l'heure, je vous avais parlé que ça se rendait jusqu'à la Rivière-des-Mille-Îles, puis chez notre producteur de carottes aussi. Fait que notre producteur de carottes, lui, qui est voisin, lui, pourrait voir ses terres contaminées et effectivement ne plus pouvoir vendre ses carottes. Mais la Rivière-des-Mille-Îles, parce que avec la rivière aux chiens, ça descend puis ça se rend jusqu'à la Rivière-des-Mille-Îles. La Rivière-des-Mille-Îles, ça abreuve des centaines de milliers de Québécois parce que c'est directement à travers la Rivière-des-Mille-Îles que Terrebonne, Laval, Lachenay, Lorraine et toutes les villes dans ce secteur-là prennent leur eau potable. Et c'est par là que s'en va l'eau. La contamination, c'est dans cette direction-là qu'elle s'en irait. C'est sûr que ça peut avoir l'air d'un scénario catastrophe, mais il a été évoqué en commission par suffisamment d'experts et de groupes la semaine dernière pour qu'on ne puisse pas l'ignorer. Moi, je n'ai aucune idée si le gouvernement fait des études là-dessus, parce qu'il semble complètement se baser sur Stablex. Alors, Stablex va tout régler. Stablex va tout régler. Mais moi, j'aimerais entendre le gouvernement, j'aimerais avoir l'assurance qu'on va valider toutes ces choses-là avant de vivre les catastrophes. J'aimerais qu'on les prévienne pour une fois. Je vais maintenant vous parler des matières résiduelles dangereuses. Et là, j'arrive dans le dernier bout de mon allocution, M. le Président. Certes, on le sait, puis on ne l'a pas nié depuis le début, qu'il y a des besoins. Il y a des besoins pour gérer nos matières résiduelles dangereuses. Ça, il ne fait aucun doute. Il faut s'occuper de ces déchets-là, ça, il n'y a pas de doute. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas. Le ministre de l'Environnement a mentionné 600 clients, l'entreprise aussi. Il a mentionné d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qu'aujourd'hui même, qu'il était capable, que le ministère de l'Environnement avait tous les outils pour savoir le tonnage qui venait de chaque client, la provenance, les États-Unis ou pas. Mais pourtant, le BAP, lui, le BAP nous a dit qu'il était impossible pour le ministère de l'Environnement de ventiler les quantités en fonction de leur nature parce qu'ils ne détiennent aucune information dans leur base de données. Ça va être des questions tout à l'heure qu'on va poser définitivement. Mais la réalité, c'est que personne n'a vu cette liste de clients-là parce que quand il y a eu des demandes d'accès à l'information, ça a été refusé. Donc, on ne sait pas qui sont ces entreprises. C'est la première chose. Il faut les croire sur parole, donc. On peut aussi se questionner sur le procédé lui-même. Je vous en ai parlé, j'ai visité l'entreprise, j'ai vu le procédé, j'ai vu comment les matières rentrent, puis il y a un procédé de stabilisation qui est fait avec, c'est une question chimique, s'il y a tel élément dans la matière dangereuse, bien, on va la mixer avec un autre élément pour venir la stabiliser. Du moins, ça, c'est ce qu'on nous a expliqué. Moi, en tout cas, avec ma collègue, je pense qu'on se sentait quand même rassurés par la technique lorsqu'on a fait notre visite. Mais j'avoue que je l'ai été pas mal moins lorsque j'ai su, seulement la semaine dernière, que l'Angleterre, la France et le Japon, qui avaient utilisé ce procédé dans le passé, bien, ils l'ont banni. Ils l'ont tous banni. Ce qui fait en sorte qu'on est désormais le seul endroit au monde où ce procédé est utilisé. Ça soulève des questions. Je pense qu'on a le droit de soulever ces questions. Mais c'est des questions qui pourraient être répondues si le gouvernement procédait à un état de situation sur les matières résiduelles dangereuses au Québec. C'est ce que le BAP recommandait en 2023. C'est aussi ce que plusieurs groupes ont recommandé en consultation la semaine dernière, dont la Fédération pour un
Québec sans déchets, quelque chose comme ça, qui est une instance quand même très, très crédible, qui nous a fait part. Donc, on a le BAP, qui est une instance aussi très crédible, d'autres groupes très crédibles qui nous ont fait part de cette nécessité-là. Nous avons posé des questions à ce sujet-là. Les collègues de ce matin de Québec solidaire ont déposé une motion pour que le gouvernement s'engage à faire cet état de situation et ils ont tout simplement refusé la motion. Et j'ai posé aussi une question au ministre de l'Environnement et il a refusé de répondre. Donc, à ce jour, on n'a pas l'assurance que cet exercice qui devrait avoir été fait il y a déjà 2 ans le soit réellement. Et là, je voudrais terminer en disant qu'en choisissant le scénario qui était proposé par Blainville et la CMM, bien, Stablex pourrait opérer pendant 24 ans sur le terrain du gouvernement. 24 ans, M. le Président, ça donne amplement le temps de faire un état de situation de la gestion des matières dangereuses au Québec et pour trouver une solution plus pérenne. Ailleurs, on traite ces matières autrement. Donc, il existe des alternatives. C'est sûr, on peut les trouver, on peut développer cette expertise-là au Québec. Alors moi, j'invite tout le monde à être responsable. Responsable, c'est aussi de se donner, les moyens de savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. S'il vous plaît, ne donnons pas un passe-droit de 40 ans à une entreprise qui utilise un procédé qui a été banni ailleurs. Donnons-nous le temps de regarder des alternatives. Merci beaucoup, M. le Président, puis on va être présent pour l'étude détaillée tout à l'heure. Merci.